Qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que l'image de soi? Qu'est-ce que l'amour de soi? Aucune personne au monde sur cette terre ne vaut plus que toi. Hey! Bienvenue dans mon univers. Alors, on va parler des outils de profilage ce matin avec mon invité Bakary Diakhaté. Bakary, vous êtes coach formateur, vous êtes spécialiste de la connaissance de soi et des autres. Vous avez un site qui s'appelle bakary.fr. Ceux qui nous écoutent peuvent vous rejoindre dans des formations. Par exemple, vous avez une formation sur la connaissance de soi la semaine prochaine. Exactement, donc le 14 septembre, j'ai une formation sur la connaissance de soi. Donc pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur mon site internet bakary.fr. Vous cliquez sur le lien Mes formations, c'est le premier lien. Et vous avez tout le déroulé. C'est une formation complète sur soi-même. On sort de là, on se connaît. On se connaît, on est transformé, on sait de quoi on est capable, on connaît toutes les dimensions de son être. Et clairement, aujourd'hui, le principal obstacle à l'atteinte de tous tes objectifs, de toute ta mission de vie, c'est la connaissance de toi-même. Bien. On parlait de votre histoire parce que c'est vrai que vous avez plusieurs vies dans votre vie, hein, une vie où finalement vous avez fini. Mais bon, là aujourd'hui, vous le dites facilement, mais vous êtes rentré dans la banque, il a fallu que vous rentriez par la fenêtre. C'était pas si simple finalement de rentrer à la banque. Je sais pas combien vous avez passé d'entretiens pour arriver. Je dirais une dizaine d'entretiens. En fait, j'ai décidé à la suite de 2 années de fac où c'était pas simple aussi. Pour te raconter rapidement, j'ai mis 2 ans pour avoir ma première année de fac en économie. J'étais au Panthéon-Sorbonne, Paris 1, c'était une fac high level, entre guillemets. Et à la fin des 2 ans, je me suis dit, bon ok, là maintenant, il faut que je trouve, parce que à ce rythme-là, si je fais 2 ans pour la première année, 2 ans pour la deuxième année, j'en ai pour 10 ans, quoi, pour finir. C'est ça, Faites médecin. Donc voilà, donc je me suis dit, bon ok, on va essayer de trouver une activité. Et je me suis dit, bon bah la banque c'est bien. Parce que voilà, c'est respectable, c'est le monde de la finance, etc. Et du coup, j'ai commencé à passer des entretiens, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, LCL. Refus. Non, mais c'était ouf. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous vous êtes dit de quoi à l'époque? Vous vous êtes dit, ils sont racistes ou je suis pas au niveau? Je pense que j'étais pas au niveau. Après, j'ai peut-être pas forcément aussi la tête de l'emploi. C'est d'autres un mix des deux, mais j'étais pas au niveau. C'était mes premiers entretiens d'embauche. Quand tu me demandais mes qualités, j'étais là. Ben, en fait, mes qualités, tu vois, c'était. Et en fait, le fait d'avoir passé tous ces entretiens-là, ben, au fur et à mesure, j'ai développé ma capacité à répondre. J'ai compris le modèle, en fait. J'ai compris ce qu'ils attendaient, les questions qu'on me pose. J'ai vite échoué, mais j'ai vite compris pourquoi j'ai échoué. Et à force de ténacité, de persévérance, bah, j'ai obtenu un poste de conseiller bancaire. Mais vous avez donc développé une technique finalement d'entretien. Voilà, c'est ça. En gros, voilà, ce que je faisais, c'est que je m'intéressais à fond sur l'entreprise, son histoire, sa vision, et puis sur ma présentation. En fait, j'anticipais les questions qu'ils pouvaient me poser, et je faisais en sorte que même je laissais l'espace pour qu'ils me posent une question particulière pour que j'y réponde. Vous avez développé ensuite des business après votre expérience dans la banque et ensuite vous avez décidé finalement que ce que vous aimiez faire dans la vie, c'est transmettre cette expérience. Exactement. J'ai pris conscience que déjà la connaissance de soi, c'est la base de toute chose. Clairement, parce que ce qui fait qu'on ne se sent pas bien, c'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on s'imagine dans notre tête, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. J'ai compris ça, j'ai eu une longue période de cheminement où je me suis intéressé à plein de sujets, et du coup tout ce que j'ai appris m'a permis moi de me libérer de cette prison dorée entre guillemets, qui était la banque, de développer des business et de me créer une vie sur mesure en fait, où je voyage. Est-ce que vous avez gagné de l'argent tout de suite? Parce que moi je veux bien qu'on dise aux gens, bon allez votre boulot, c'est la prison machin, mais il y a un salaire qui tombe à la fin du mois. Et la question que les gens se posent, c'est finalement de quoi je vis. Donc, est-ce que vous avez gagné de l'argent tout de suite ou ça a pris du temps? Alors, ça a pris un peu de temps. C'est comme dans tout, en fait. C'est comme une courbe exponentielle. Au début, tu galères. Après, ça explose. Il faut avoir, en fait, j'ai eu ce regard de Raptor, comment on dit ça, la rage d'un sans-papier, comme on dit. Je sais pas comment on peut. La rage du sans-papier, c'est-à-dire. Comme ça, dit comme ça. Voilà, exactement. C'est dans le sens où c'est marche ou crève, entre guillemets. Du coup, tu tentes plein de choses. Mais en gros, ça prend combien de temps pour vous pour gagner de l'argent? Je pense qu'un business, il faut compter 2-3 ans pour commencer à gagner de l'argent. Ouais. Bien. Au début, tu tentes. Donc, il faut expliquer aux gens que voilà, il y a aussi ce moment, il faut accepter pendant 2-3 ans
de rien gagner, ou pas gagner beaucoup. C'est le nerf de la guerre en fait. C'est le nerf de la guerre. Ça peut aller plus ou moins vite en fonction des gens, mais de manière générale, c'est une constante. C'est 2-3 ans, le temps d'explorer, de faire toutes les erreurs du marché, de connaître son marché dans le bout des doigts et de trouver la chose qui fonctionne dans ton marché. Donc moi j'invite les gens à faire cette aventure-là et surtout mettre du plaisir dans ce qu'ils font, c'est-à-dire de se lancer dans une activité où il y a de l'amour, où il y a du plaisir. Mais est-ce que pour vous, finalement, il faut être passionné pour réussir ou on peut réussir si on a la technique? Est-ce que c'est suffisant? Alors, on peut réussir si on a la technique, mais le plus puissant, c'est être passionné. Parce que déjà, l'amour, c'est un moteur. Pendant que toi, tu vas t'amuser, les autres, eux, ils vont travailler. C'est pas le même paradigme. Et en fait, quelle que soit la chose dans laquelle tu vas te lancer, tu vas avoir des galères. Ça peut être l'immobilier, ça peut être une boulangerie, ça peut être n'importe quel business ou n'importe quelle activité, tu vas avoir des galères. Et si tu n'es pas passionné, 2 galères, 3 galères, 4 galères, à un moment donné, moi j'en ai marre, je passe à autre chose. Alors que si tu as ce côté-là, cette passion-là, c'est cette passion-là qui fait que, de toute façon, même si tu ne gagnes pas d'argent, tu prends du plaisir. C'est là où tu vas faire des choses beaucoup plus puissantes. Et puis c'est prouvé en neurosciences que quand il y a de l'amour, on apprend beaucoup plus vite. Parce qu'il y a de l'émotion et du coup ça s'encode beaucoup plus vite dans l'inconscient et on apprend beaucoup plus vite la chose dans laquelle on se lance. Donc moi je conseille de mettre l'amour, même si l'amour ne suffit pas. Même si sans l'amour, faut les deux. Et puis s'il n'y a que le côté argent, parce que c'est ce que j'ai fait, à un moment donné ça te saoule. C'est pas suffisant. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu gagnes tous les mois, à un moment donné, il y a une insatisfaction qui va naître. C'est exactement ce qui m'est arrivé au niveau de la banque, c'est-à-dire que j'avais un salaire correct, j'étais bien, mais à un moment donné, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'amour particulier, et puis tu as envie d'apporter plus de choses, j'avais envie d'apporter plus de choses au monde, et du coup, ça prend du temps, mais ça te tue à petit feu. Mais ça veut dire quoi, apporter des choses au monde? Ça veut dire quoi, apporter des choses au monde? Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que j'ai un radar, en fait, j'ai développé ça et je vois les problèmes du monde. C'est comme ça, je vois les choses qui ne vont pas et je cherche des solutions. Et donc, dans cette période de cheminement de 7 ans, j'ai compris que le vrai problème aujourd'hui du monde, c'est le manque de connaissance de soi. Et c'est cette valeur-là que je veux apporter au monde. Alors, on va parler d'un outil puissant pour la connaissance de soi, sachant qu'il y en a plusieurs, des outils. Alors, quels sont les outils qu'il y a sur le marché? Alors voilà, il y a la process. Quand je dis sur le marché, c'est sur le marché de la connaissance de ça, soi. Il y a la ProcessCom, il y a le ComColor, il y a l'énéagramme, il y a plein d'outils de profilage de personnalité qui sont on va parler d'un truc qui s'appelle le MBTI. Le MBTI également, donc c'est un outil de profilage de personnalité, il y a 16 profils de personnalité, il y a plein d'outils. Il y a les archétypes de Jung aussi. Voilà, il y a les archétypes, les 12 archétypes, il y a plein d'outils, il y a énormément d'outils de profilage de personnalité parce que depuis l'aube de l'humanité, l'être humain il a commencé à se dire ok, il faut qu'on commence à s'observer parce que ce serait intéressant de se connaître quand même. Donc il y a plein d'outils qui sont sortis, qui sont développés et qui permettent de mieux se connaître. Et celui que vous nous présentez ce matin s'appelle Énéagramme. Alors voilà. un mot sur le sens de ce mot justement. Alors c'est Énégrammos, ça vient du grec Énégrammos, c'est 9, Éné comme 9 et grammos comme figure ou posture. Donc il y a 9 types de personnalités, c'est un outil de profilage dans lequel il y a 9 types de personnalités qui sont numérotés de 1 à 9. Alors parfois on va donner des noms, parfois on va donner des noms d'animaux, mais les noms peuvent varier, mais il faut savoir que les noms ne sont pas forcément représentatifs du profil. L'outil a choisi de donner des numéros pour ne pas enfermer dans un nom. Par exemple, si je dis le travailloman, ben en fait, moi j'ai mon image du travailloman. Toi, Philippe, tu as ton image du travailloman. Le travailloman, c'est un nom qu'on donne dans un autre outil. Exactement. Dans la ProcessCom, il y a le travailloman. Il y a le travailloman, exactement. Là, je me dirige vers quelqu'un qui est en face de nous, qui réalise l'émission, qui a un profil de travailloman. D'accord. Travaillowoman. Alors, c'est un outil, hein, les énéagrammes qu'on utilise, enfin que certains utilisent d'ailleurs dans le management. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Parce que j'ai cherché, moi j'ai essayé de chercher l'origine. J'ai trouvé une origine soufie qui est discutée. Il y a plusieurs origines. Exactement. Alors, les premières traces de l'énéagramme datent de 5000 ans à peu près. 2500 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est un outil qui est très très ancien. Alors ensuite, c'est connu du monde soufi, il l'utilise comme un outil ésotérique de transmission, en fait, c'est pour l'élévation de l'âme. Et donc, ça se transmet de maître à disciple uniquement. Alors, c'est seulement vers le 19e siècle que Gurdjieff l'a fait découvrir à l'Occident.
Après, aujourd'hui, il est beaucoup utilisé aux États-Unis pour former les psychologues. Il est également utilisé en France. Il y a énormément de bouquins là-dessus, notamment le grand livre de l'énéagramme de Fabien et Patricia Chabreuil. On a aussi Hélène Palmer qui a fait un livre là-dessus, le guide de l'énéagramme. C'est un outil qui est très répandu aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, hein, vous avez ces livres qui existent. Nous, on est parti, on a fait une formation, je me souviens. Là-dessus. Où vous étiez d'ailleurs, Bakary. On est allé à Tanger avec un grand maître soufi. Exactement. Qui nous a formés aux énéagrammes. Voilà, donc, du coup, moi, on garde un grand souvenir. Exactement. Du coup, moi, je suis passionné par cet outil, donc je me suis dit, je vais aller me former par la personne qui vient de la maison dans laquelle le secret est sorti, entre guillemets, de la tarika soufi dans laquelle est sorti, la tarika Naqshbandi. Oui, parce qu'il y a un secret, en fait. Voilà, c'est un secret qui a été sorti par M. Gourtchev de cette tarika. Bien. Comment ça, parce que là, on parle de neuf. C'est une figure, c'est ça? Comment ça fonctionne exactement? C'est un profil. C'est-à-dire qu'il y a 9 profils. Déjà, il faut savoir qu'on peut tous se retrouver dans tous les profils. Sauf qu'on a une dominante. On a une dominante qui est marquée et ce sont nos drivers. Ce sont nos motivations principales les plus profondes. Et plus on va être en état de stress, plus on va avoir ces caractéristiques de marquer dans notre personnalité. Et plus on va être en état d'apaisement, moins on va avoir ces états marqués. Donc il y a 9 profils de personnalité et chacun avec ses caractéristiques. Alors, vous allez nous présenter les 9 profils ce matin. Exactement. Voilà. Comme ça va vous donner une idée, peut-être vous qui découvrez les énéagrammes, ça va vous aider peut-être déjà à une première approche et vous situer. Exactement. Donc je vais aller à l'essentiel parce que c'est assez riche en termes d'informations au niveau des 9 profils. Bon, c'est pas une formation. Voilà, c'est pas une formation. Ce matin, mais c'est une approche. Voilà, c'est une approche. Alors on a le profil 1 qui est aussi appelé le perfectionniste ou la fourmi. Donc c'est un profil, alors j'ai une punchline. La fourmi, c'est l'animal qui est associé au profil, c'est ça? C'est ça. On l'associe à la fourmi parce que c'est un travailleur et assez pointilleux, assez perfectionniste. C'est-à-dire qu'il faut que... Alors la particularité du profil 1, c'est qu'il cherche à tout prix à atteindre la perfection. Donc il va faire tout pour que toujours tout améliorer. Tout est améliorable. Et tout doit être parfait. Tout doit être parfait. Ouais. Alors lui, sa problématique, c'est qu'il est souvent en colère contre lui-même parce que les résultats ne sont jamais à la hauteur de ce à quoi il aspire. Ouais. Alors c'est une course un peu sans fin, mais il cherche cette perfection pour éviter cette colère et paradoxalement, il est tout le temps en colère à cause de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'il demande aux autres ou c'est que par rapport à lui-même? C'est par rapport à lui-même. Cette exigence de perfection. C'est par rapport à lui-même. Alors il va demander aux autres ce même niveau d'exigence, mais c'est surtout par rapport à lui-même. Il a ses propres drivers à lui-même et il va beaucoup plus être en colère contre lui-même qu'en colère contre les autres. Et exprimer sa colère, pour lui, c'est synonyme d'imperfection. Donc oui. il va éviter de l'exprimer malgré qu'il peut être en colère par rapport à ce que les autres font. Mais est-ce que ça veut dire que cette colère, il la garde ou qu'est-ce qu'il en fait? Alors il la garde et parfois elle peut exploser. D'accord. La punchline associée à ce... Alors il y a une punchline, alors j'ai décidé en fait... première énéotype, puisqu'on appelle ça un énéotype. Exactement. Alors j'ai décidé de vous présenter une punchline par type, une punchline comme on est à la radio, de rappeur français. Et donc là, la punchline par rapport à ce type-là, c'est une meuf, c'est comme le Big Mac, c'est jamais comme sur la photo. En mode perfectionniste.